place à nos trois principaux intervenants. J'accueille sur scène Lionel Corre, Laurent Voisana et Bertrand Surmont. Les deux derniers qu'on ne présente plus. En revanche, Lionel Corre, on vous connaît peut-être un peu moins, parce que vous avez pris finalement vos fonctions assez récemment. Asseyez-vous, je vous en prie. Donc, alors, vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, vous êtes polytechnicien, et vous avez remplacé en fait Thomas Gros en janvier dernier au poste de sous-directeur des assurances à la Direction générale du Trésor. C'est bien ça? Voilà. Bertrand, Laurent, on ne vous présente plus, en double qualité de courtier et de président de syndicats professionnels. Alors, très brièvement, quelle réaction aux résultats donnés, obtenus par ce bref questionnaire, notamment la première question? On voit bien que le niveau de préparation à cette directive DDA est, c'est le terme que j'employais tout à l'heure, disparate. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je ne suis pas le mieux placé pour répondre évidemment sur le degré de préparation des professionnels et je pense que mes deux voisins nous donneront leur sentiment de la profession. Ce que je peux dire en tant que régulateur, en tout cas, on a essayé de se donner le maximum de temps, je dirais, pour bien préparer ça collectivement. Du côté des professionnels, mais aussi du côté de la supervision, parce que nouvelles exigences, nouvelles réglementations, ça pose aussi des questions de supervision. Donc on a fait des concertations importantes une fois que la directive a été adoptée. C'était avant que j'arrive en fait, et quand je suis arrivé fin d'année dernière, début d'année, l'équilibre était stabilisé et on a pu d'ailleurs prendre les textes dans les premiers mois de l'année. Ce qui donc a permis de donner un maximum de visibilité aux acteurs. Et puis dans l'intervalle, on a négocié, parce que beaucoup d'autres États étaient vraiment carrément en retard dans la transposition, décaler la mise en œuvre de cette DDA au 1er octobre. Donc voilà, avec l'essentiel de la concertation du dispositif qui a été stabilisé en fin d'année dernière. Alors on avait encore quelques questions subsidiaires quand je suis arrivé. Ma première intervention publique était à peu près dans la même configuration sur ces problématiques-là. On avait une question de formation notamment qui était un petit peu tendue, on y reviendra. Mais voilà, les choses étaient stabilisées et donc ce qui a permis aux acteurs de se mettre en ordre de bataille depuis le début et plus particulièrement toute cette année pour s'y préparer. Voilà. Pour autant, ça reste un défi et nous savons bien que à partir du 1er octobre, la mise en place va nécessiter de poursuivre l'accompagnement qui a commencé par le rôle des associations, par le rôle de la CPR qui a fait aussi des réunions de concertation sur la mise en place qui vont se poursuivre et évidemment on sera très attentif à ce que ce travail d'accompagnement se poursuive dans les prochains mois pour la mise en œuvre de ces dispositions qui, encore une fois, entrent en vigueur désormais dans 13 jours, 14 jours. Un mot ? Oui, bonjour. Je ne suis pas trop étonné des résultats que j'ai pu voir. Enfin, je pense que si on avait posé les mêmes questions à 12 jours de l'entrée en vigueur de l'EDIA il y a quelques années, on aurait eu à peu près les mêmes réponses. Et pourtant, tout le monde s'est à peu près approprié cette DIA il y a quelques années. Mais tout ça est un peu perturbant. Il faut bien comprendre que les courtiers, l'essentiel du courtage français sont des courtiers, des entrepreneurs qui font tourner leur boutique et on leur dit, même si on en parle depuis quelque temps, on leur dit que tout ce qu'ils faisaient en matière de relations avec leurs clients, il va falloir le faire autrement. Je dis c'est assez perturbant, donc il faut un petit peu de temps. Donc je pense que si on pose les mêmes questions dans quelques mois, vous verrez, on ne sera pas loin des 100%. Oui, un mot, puisqu'il a été dit que DIA et DDA ne s'annulaient pas. Je rappelle juste quand même que DIA, c'est 2005, ça fait 13 ans, et que effectivement ceux qui ont enclenché le mouvement sur DIA considéreront la marge d'escalier de DDA un tout petit peu moins haute. Maintenant, il est vrai que cette DDA, c'est du processing, c'est de la productivité en moins dans bien des cas pour les cabinets. Voilà. Alors, j'ai entendu dire tout à l'heure, c'est une contrainte. Le sujet aujourd'hui, c'est plus de savoir si c'est une contrainte ou pas une contrainte. Ça, c'était un sujet de l'année dernière. Le sujet aujourd'hui, c'est de savoir
comment on l'applique, comment sur le terrain on règle des problèmes qui ne sont toujours pas réglés, du type la multiplicité d'IPID avec des assureurs qui sont incapables de se mettre d'accord sur le sujet. Comment on se met d'accord sur le terrain, sur la négociation des conventions de courtage avec des assureurs qui sont incapables de se mettre d'accord sur le sujet. Bref, il va falloir, et c'est notre responsabilité, sur le terrain, vous aider à faire vivre cette DDA. Et là, j'ai envie de dire, il y a tout à faire et il va falloir qu'on se mobilise sur le sujet. Alors la transition est toute trouvée. Évidemment, vous êtes très attendu par la salle. D'ores et déjà, il y a des questions qui remontent beaucoup via l'application. Évidemment, la semaine dernière a été rendue publique l'officialisation du lancement d'une réforme majeure, d'ampleur, avec la création d'associations professionnelles représentatives. Tout ça s'intègre pleinement dans la mise en place de DDA. D'ailleurs, c'est pas par hasard si ça prend place à travers un projet de loi ratifiant l'ordonnance transposant la directive d'assurance. Voilà, alors là je vous passe la parole, c'est vous qui êtes la cheville ouvrière, parce que c'est un projet qui a été initié par la Direction Générale du Trésor. Pourquoi la création de ces associations professionnelles représentatives? À quoi vont-elles servir? Quand? Etc. etc. Enfin, quel est le calendrier? Autant de questions qui taraudent la salle. Mais quelle est la philosophie de cette réforme avec le lancement, enfin la création de ces associations professionnelles représentatives, dans le cadre particulièrement de DDA? Merci. Donc, sujet effectivement d'actualité, puisque donc, les choses ont été largement annoncées la semaine dernière. Alors, le lien avec le DDA, si vous me permettez. Alors, moi, je ne sais pas si sans DDA, quel aurait été le monde sans DDA et si on en serait venu à ce projet. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, la jeunesse de ce projet se rattache bien à DDA. Quand je suis arrivé en début d'année, on avait achevé l'essentiel des concertations. Pour autant, voilà, on avait encore des débats, un sentiment de la part des professionnels, et notamment de Bertrand, de Laurent. À l'époque, encore une fois, ma première intervention était sur ces sujets-là, notamment ce sujet de formation. Et on avait le sentiment qu'on n'était pas forcément au bout. On avait encore des inquiétudes sur, mais concrètement, comment on va appliquer cette DDA, comment on va accompagner les acteurs dans ces nouvelles exigences, notamment en matière de formation. Et on peut tourner autour du sujet réglementaire, ces 15 heures de formation continue, il va bien falloir les faire. C'est désormais une exigence européenne. Et on s'est dit, mais est-ce qu'on ne peut pas sortir par le haut du sujet, un peu dans l'esprit de transformer la contrainte en opportunité, et en fait proposer d'accompagner, ou d'aider plus exactement les professionnels à accompagner leurs confrères dans ce cadre-là. Et donc on a proposé un projet de réforme en la matière, en tout cas une idée de réforme, et les professionnels, les associations du courtage ont dit bingo. Alors, ce qui n'arrive pas souvent, hein, surtout quand on propose quelque chose qui ressemble à une nouvelle contrainte, on a souvent une levée de bouclier. Et là, on a des professeurs qui nous ont dit oui, ça peut être une opportunité, on est prêt à relever ce défi. Défi qu'on a évidemment, ou plutôt solution à ce défi qu'on a construit dans les mois qui viennent. Et pourquoi, après ils nous diront ce qu'ils en pensent, mais pourquoi est-ce qu'on a pu avoir un écho positif des professionnels? Je pense parce que au-delà même de DDA, nous sommes collectivement à un tournant pour la distribution d'assurance, mais plus précisément pour le courtage. Tournant qui est lié à une évolution de long terme désormais, que DDA traduit d'une certaine façon sur l'augmentation des exigences, qui en fait traduit une évolution plus profonde de renforcement de la technicité de l'assurance, de renforcement de la notion de conseil, de devoir de conseil. Il y a quelques années, quand on a introduit en France la notion de devoir de conseil, on n'avait pas eu que des applaudissements. Pour autant, aujourd'hui, quand on se pose des questions de désurtransposition, est-ce qu'il y a encore des États en Europe où on pense qu'il peut être légitime de renoncer au devoir de conseil en cliquant sur un produit retraite sur Internet? Bon, en France, aujourd'hui, je pense que c'est plus un débat. Et donc on a évolué quand même ces 10, 15, 20 dernières années sur ces notions-là et sur une professionnalisation du conseil en général, traduit par le devoir de conseil. Et donc c'est une évolution plus longue de
de reconnaissance aussi de la technicité de la distribution elle-même d'assurance, du rôle du distributeur en la matière, de sa responsabilité sur la base de produits qui sont compliqués. L'assurance, c'est un produit technique qui répond à des besoins variés, qu'on soit en non-vie, qu'on soit en vie. Et la DDA, encore une fois, ne fait que s'inscrire dans ce mouvement-là, qui est une évolution de long terme, qui a entraîné une évolution du monde du courtage et de la distribution en général ces 10-15 dernières années. Au-delà de ça, là aussi où on est à un tournant collectivement, il est lié à la technologie. Alors technologie qui fait évoluer l'assurance en général. L'assurance automobile demain sera certainement plus l'assurance d'aujourd'hui. On va passer à des assurances peut-être des usages. On ne sait pas encore très bien d'ailleurs quel sera ce monde de demain. Ce sont là encore des opportunités, mais aussi évidemment un défi à relever. Donc le sous-jacent va évoluer, va continuer à évoluer. Et la distribution aussi. Elle est peut-être la première, le premier vecteur qui va être impacté, qui commence à l'être déjà par l'évolution technologique. On a vu apparaître des comparateurs. Alors en France, ça n'a certainement pas entraîné une révolution de la distribution. Quelle sera la réalité demain? On n'en sait rien. On voit qu'on a eu un impact un peu différent dans d'autres pays. Est-ce que demain, des acteurs comme Amazon ou Google ne vont pas décider du jour au lendemain, et ça peut arriver extrêmement vite, d'arriver sur ce marché-là avec leur propre mode de distribution? Donc on voit bien qu'on a un défi de toute façon d'évolution et de préparation collective, à commencer par le monde du courtage, de s'inscrire dans ces défis-là. Et donc, je dirais que si on a pu évoluer, si cette idée-là a émergé et a pu trouver un écho positif dans la profession, c'est bien qu'on a de toute façon ces enjeux-là à résoudre, qu'on a un monde du courtage qui reste aujourd'hui divers, avec encore des entreprises unipersonnelles, des grands cabinets de courtage. On a vu monter en puissance le courtier grossiste, qui ne fait pas forcément tout à fait exactement le même métier. Il y en a un à votre droite. Pardon ? Il y en a un à votre droite. Voilà. Qui nous a amené d'ailleurs à toutes ces notions de gouvernance produit qu'on voit arriver dans DDA. Et donc un monde sur lequel on a une forme de régulation, mais le contrôle, il n'y en a pas de contrôle de la CPR d'un point de vue, on n'a pas de contrôle permanent de la CPR comme on peut l'avoir sur l'assurance, et c'est évidemment normal pour une activité avec autant d'acteurs et qui fait le métier qu'elle fait aujourd'hui. Donc dans ce contexte-là, et on a eu des rapports, notamment le rapport de Lettré en 2009, qui déjà préconisait d'aller dans une direction d'autorégulation. Alors l'autorégulation, précisément, c'est un mot, c'est un terme qui interpelle beaucoup la salle. Par exemple, une question, mais qui en fait, je pense, sera représentative de beaucoup d'interrogations. Ce projet de couche supplémentaire avec des associations représentatives devenant régulateurs n'existe nulle part ailleurs en Europe. Pourquoi la France en fait-elle toujours plus? D'où est venu ce modèle d'autorégulation? Vous êtes inspiré d'un modèle? Alors, on n'a pas toujours besoin d'un modèle, mais en l'occurrence, on en avait un, puisque nous avons les CIF, et ça date de 2003, donc c'est quelque chose sur lequel on a déjà un petit peu de recul, qu'on a doté dans la loi de sécurité financière de 2003, justement de cet étage d'autorégulation. Et dans un contexte où on peut imaginer beaucoup de choses pour faire de la régulation, on peut imaginer aussi de doter la CPR de tout un réseau, ce qui, je pense, au-delà du fait que le caractère praticable de ce type de réforme pose question, n'était pas forcément la solution souhaitable. Donc on a déjà testé ce type de solution en France, ça marche plutôt bien, et donc effectivement ça a été notre inspiration en la matière. Inspiration, on ne veut pas dire décalquer le modèle, déjà parce qu'on ne parle pas exactement de la même activité, parce que les CIF, par exemple, on a un étage de contrôle qu'on n'aura pas dans notre projet, ne serait-ce que parce que la réglementation européenne ne nous le permet pas. Et puis de toute façon, c'est bien l'esprit de ce qu'on veut faire. On va vraiment d'autorégulation et pas de contrôle. Alors après, on détaillera un petit peu ce qu'on va mettre derrière les pouvoirs de cette association. Mais voilà, modèle, mais pour autant, on ne parle pas du tout de décalquer ce que nous avons fait à l'époque sur les CIF. Vous en avez quand même évoqué ce sujet.
Comment s'articulerait, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à poser sur le papier, hein, on n'en est qu'au projet, au stade du projet, il y a pas mal de modalités qui doivent être explorées, détaillées, mais dans votre esprit, comment s'articuleraient les pouvoirs de contrôle de l'ACPR et ces nouveaux pouvoirs dont seraient dotées ces associations professionnelles représentatives? De manière, enfin oui, j'imagine, beaucoup de gens vont dire, comment est-ce que tout ce petit monde ne va pas se marcher sur les pieds? Alors l'idée est déjà pas de se substituer ou de remplacer ou de renforcer ce qui est déjà fait par d'autres. L'idée, c'est de faire des choses, globalement, qui ne sont pas faites, de remplir des missions qui ne sont pas remplies. Alors déjà, je l'ai dit, on n'est pas sur du contrôle. Donc déjà, on ne va pas faire ces associations n'ont pas vocation à faire ce que fait l'ACPR. Revenons à l'origine il y a la genèse du dispositif, c'est arrivé notamment sur ces questions de formation, comment accompagner les professionnels. Donc on s'est posé avec les professionnels sur, et la première question qu'on s'est posée, c'est quels sont les types de missions à remplir. Et donc tout d'abord cette mission d'accompagnement sur la formation, valider les formations, accompagner les professionnels dans cette formation continue tout au long de la vie et sur ces fameuses 15 heures de formation. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas fait, ou qui va être fait indirectement, évidemment, en cas de contrôle par la CPR, mais ce n'est pas du tout quelque chose qui est fait aujourd'hui, typiquement par la CPR. La médiation, ça fait longtemps qu'on en parle, on sait qu'il faut le faire. Bon ben voilà, cet outil-là, ces associations ont vocation à répondre à ce besoin de longue date d'avoir un étage de médiation dans le courtage. L'accès à la profession. Alors là, on est plutôt sur l'ORIAS, qui immatricule. Alors déjà, l'ORIAS immatricule pas que les courtiers, il immatricule plus généralement tous les intermédiaires qui vont distribuer de l'assurance. Pour autant, ces associations, parce qu'elles vont être garantes d'une qualité du courtage, il en va aussi de l'image du courtage, elles doivent aussi s'intéresser à l'accès à la profession. Alors et donc l'idée est que l'adhésion à ces associations soit une condition nécessaire pour pouvoir adhérer à l'ORIAS. C'est ça, c'est le point sur lequel je voulais que vous interveniez. Adhérer à cette association, ça fait aussi réagir à travers les questions qui peuvent être posées. L'adhésion à l'une de ces associations représentatives sera obligatoire et sera une condition sine qua non pour être inscrit au registre unique des intermédiaires. C'est bien ça? Voilà, tout à fait. Et l'esprit est d'ajouter quelque chose. Et évidemment, dans la concertation et l'élaboration du détail de la réforme qu'on va faire dans les mois qui viennent, cette question de l'articulation avec l'ORIAS va évidemment être une question importante. L'idée est, à partir du moment où ces associations vont accompagner dans la durée les professionnels, de s'assurer que tout au long de leur exercice et de la vie de leur activité de courtage, ils répondent aux exigences posées et donc aux exigences posées pour l'immatriculation. Voilà, donc on aura évidemment une subsidiarité. L'idée n'est pas de faire deux fois la même chose et de créer juste, je dirais, un doublon avec l'ORIAS. Donc il va falloir l'articuler. L'idée, c'est que ce soit encore plus facile pour les professionnels et pas plus compliqué. Mais en tout cas, ça ne se substitue pas à l'ORIAS, qui de toute façon a vocation à rester l'organisme d'enregistrement de tous les intermédiaires. Alors peut-être faire réagir aussi Laurent et Bertrand sur un sujet qui a l'air de faire tousser ou de faire réagir, c'est le caractère obligatoire de l'adhésion à cette association. Vos deux organisations ont annoncé en fin de semaine qu'elles avaient voté, enfin, les instances dirigeantes de vos organisations ont voté un rapprochement entre CSCA et Planète Courtier en vue de la formation d'une association professionnelle représentative s'ils s'inscriraient dans le cadre de ce projet de réforme. Voilà. Aujourd'hui, vous avez des adhérents qui adhèrent de manière volontaire à vos organisations. Demain, ça sera obligatoire. Donc, comment est-ce que vous voyez les choses? Parce qu'il va falloir faire montre de pédagogie et d'explication. Alors, je voudrais revenir sur deux points qui me paraissent importants. D'abord, le premier point, c'est que courtier en assurance, c'est un métier exceptionnel. C'est un métier exceptionnel, c'est un métier essentiel, qui est très utile pour l'économie, pour le législateur, puisque c'est le professionnel qui fait le job sur le terrain, qui va assurer le service après-vente des lois, qui va voir les particuliers, les professionnels, et qui relaie, qui décrypte, qui explique, qui met en place, qui conseille, et qui engage sa responsabilité. Mais ce métier doit être beaucoup plus respecté, beaucoup plus. Il n'est pas suffisamment respecté. Point 1. Point 2, la question qui se pose, c'est est-ce que entre l'ORIAS,
qui, Lionel vient de le dire, enregistre les documents, immatricule, renouvelle et fait bien son travail. Et la CPR qui contrôle, mais qui n'analyse pas, qui n'audite pas, hein, ce n'est pas un auditeur, qui contrôle sur place, moins de 90 contrôles, versus plusieurs dizaines de milliers d'acteurs. Est-ce qu'entre les deux, qui font chacun bien leur travail, tout est parfait? C'est la question. Est-ce que tout est parfait? Est-ce que finalement la réponse à cette question ne participe pas à la réponse à la première question? Et donc on est amené, nous professionnels, à réfléchir, en tout cas le Trésor nous invite à réfléchir au sujet, en se disant est-ce qu'à côté de ces instances, il n'y a pas la place d'apporter effectivement de nouvelles missions qui compléteraient les dispositifs, mais avec un regard et une granularité qui n'a rien à voir. Un regard bienveillant de confrères, mais un regard aussi de vigilance, d'alerte, d'accompagnement, de pédagogie et de grande proximité. Et pour répondre à la question d'Olivier, aujourd'hui, avec la CSCA, nous sommes 2 syndicats représentatifs, mais nous avons à peu près 2000 adhérents versus les plusieurs de 2000 adhérents, vous deux réunis. Au total, voilà. Versus plusieurs dizaines de milliers. Et effectivement, adhérer à un syndicat professionnel, eh c'est constitutionnellement la liberté de chaque entrepreneur à adhérer ou pas à un syndicat professionnel. Le syndicat professionnel représentatif, je rappelle quand même qu'une de ses missions syndicales essentielles, c'est de siéger à la table paritaire de négociation avec les organisations professionnelles de salariés pour gérer, organiser la branche et la convention collective. La branche employeur. La branche employeur et en particulier toute la convention collective avec effectivement les syndicats de salariés. Et à côté de ça, et la CSA et Planète Courtier, nous essayons de faire notre travail et de ce point de vue, la seule garantie entre guillemets qu'on peut apporter sur certaines questions qui ont été posées, c'est que nous pensons que les adhérents de nos syndicats sont bien informés, ont un médiateur, ça on le garantit, et puis il y a un certain nombre de services qui est apporté, etc. Maintenant, la question qui se pose, je le disais, c'est est-ce que finalement, tous ces acteurs du courtage, alors on verra ensuite les logiques de périmètre, comment est-ce qu'on peut garantir, puisque c'est la question qui est posée, qu'un certain nombre de missions vont être remplies, puisqu'on comprend que les pouvoirs publics pourraient déléguer un certain nombre de missions nouvelles à ces organisations professionnelles, missions nouvelles qui seraient contrôlées pour le coup, par la CPR. C'est-à-dire que la délégation est donnée par les pouvoirs publics, mais contrôlée par la CPR. Et ces organisations, d'ailleurs, naîtraient et seraient créées sur la base d'un cahier des charges qui va, je pense, être bientôt écrit par l'autorité de contrôle. Évidemment, nous nous inscrivons largement dans ce dispositif. Parce que, évidemment, on parlait d'obligation d'adhésion. Si l'adhésion à cette organisation n'est pas obligatoire, on va se retrouver exactement dans la situation dans laquelle on est. C'est qu'on aura 2000 adhérents et on ne va rien régler du tout. Alors, encore une fois, il y avait l'idée de la contrainte et de l'opportunité pour la DDA. Mais c'est un petit peu la même chose avec cette association. Ça n'est pas une couche supplémentaire. C'est vraiment l'idée de montrer à tous les tiers, que ce soit les clients, que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit nos dirigeants, que le courtage d'assurance est un métier extraordinaire, qui fait bien son métier, qui a une charte, qui aura sans doute un label, parce que nous avons évoqué l'idée qu'il y a un label reconnu pour tous les membres de ces associations. Et donc pour terminer, en parlant de cette obligation, oui, c'est un passage obligé. Il faut que l'adhésion soit obligatoire de manière à pouvoir garantir que 100% des professionnels du périmètre soient embarqués dans ces associations pour pouvoir garantir un médiateur de façon obligatoire. Enfin, je rappelle quand même que 80%, voire plus, c'est ce que nous disent la CPR dans ses contrôles, 80% des intermédiaires ne proposent pas de médiateur officiellement à leurs clients, alors que c'est obligatoire. Il y a quand même c'est obligatoire, il y a quand même une sanction. Je crois que c'est de 15 000 €. Et c'est important pour un assuré, puisque le médiateur n'est pas une histoire d'assurance. Le médiateur, c'est la consommation. Et aujourd'hui, c'est un taux qui fait du mal à la profession. De savoir que c'est obligatoire et 80% des courtiers ne le font pas, ça pose un problème. Donc là, c'est une manière de le garantir. Parce qu'effectivement, ça pose un problème, parce qu'il y a une amende, mais ça n'empêche pas l'exercice.
Ça n'empêche pas les courtiers de faire leur métier. Donc l'association sera un moyen de garantir que 100% disposeront d'un médiateur. On va régler les problématiques de formation, puis après on pourra rentrer dans le détail des différentes missions. Alors vous avez prononcé le terme de respect. J'imagine que ça faisait référence à d'après vous, le fait que le métier du courtage aura voix au chapitre dans le cadre de la relation avec les pouvoirs publics. Je me tourne vers Bertrand. Il y a quelque chose qui interpelle et qui semble inquiéter la salle, c'est que pour que ces associations auront vocation à représenter la grande famille du courtage, des courtiers de proximité, mais aussi de plus gros acteurs. Comment, même s'il y a encore plein de choses à détailler sur le mode de fonctionnement de ces associations, comment est-ce que, en termes de gouvernance de ces associations, tout ça pourra fonctionner de manière à ce que les courtiers de proximité, adhérents de manière obligatoire à ces associations, n'aient pas le sentiment d'être sous la coupe des plus gros, notamment des courtiers grossistes? Ça, je vais y revenir. Je voudrais juste compléter pour ne pas faire de redite par rapport à ce qui a été dit par Lionel et Laurent. Je crois que dans l'histoire d'une profession, il y a des moments clés. La branche du courtage, il faut qu'on se le dise quand même entre quatre yeux, est une branche qui a vécu cachée. Caché parce que le courtage vivait bien, parce que le courtage n'osait pas dire ce qu'il était, parce que le courtage n'osait pas dire ce qu'il gagnait, parce que voilà, les choses se passaient de manière cachée. Je crois que ça a été dit, l'évolution des technologies, l'évolution réglementaire fait qu'on est confronté de plus en plus à des discussions avec les autorités de tutelle, avec les régulateurs, les contrôleurs, Bruxelles, bref, et véritablement, dans cette optique-là, dans cette situation-là, il n'est pas possible de continuer à vous défendre, à nous défendre, en ne représentant pas 100% de la profession. Alors, le point sur lequel je veux insister, c'est que cette association qui, alors certains l'ont appelé parachute par rapport à la CPR, amortisseur par rapport à la CPR, parce qu'on y reviendra, ça va être clairement ça. Cette association, soyez-en absolument convaincus, elle ne va pas empêcher la partie syndicale de nos activités de continuer à défendre la profession. Je rappelle juste qu'au niveau de Bruxelles, il y a aujourd'hui entre 15 et 16 textes de projets de transposition qui concernent de manière directe ou indirecte l'assurance. Donc les prochaines années vont être nourries. Et là, soyez absolument certains d'une chose, c'est que ce soit, encore une fois, vis-à-vis de la CPR, vis-à-vis de nos amis du Trésor, on sera là. Et je voudrais balayer du revers de la main l'idée qui pourrait consister à dire « Oh là là, l'autorégulation, ça va les ramollir ». Alors rassurez-vous, on ne va pas se ramollir à ce niveau-là. Ça, c'est pour la partie... je pense que c'est important. On a dit que c'était un moment clé. Il faut qu'on soit le plus nombreux pour peser le plus fort possible. Alors maintenant, la question d'Olivier, les grands, les petits... C'est pas le sujet, les grands, les petits, que ce soit chez Planète Courtier, que ce soit chez CSCA, on le vit depuis la nuit des temps. Nous avons du grand courtage, nous avons du courtage de proximité. Il est clair qu'en matière d'utilisation de services, le courtage de proximité est plus consommateur. Néanmoins, soyez certains d'une chose, c'est que, en tout cas, pour les grands courtiers de la CSA, mais je pense que tu partageras le sujet, il y a une vraie sensibilité au fait que la profession soit tirée vers le haut. Et de tout temps, j'ai envie de dire, et ça c'est pas un secret, le grand courtage, allez, à part la partie branche professionnelle, à la limite, pas besoin d'un syndicat. Ils ont tous des lobbyistes à Bruxelles, ils ont tous des lobbyistes dans les ministères. Ouais, ils savent parfaitement que faire en matière de mise en place de DDA ou de RGPD ou de que sais-je. Voilà, il y a vraiment une conscience qui fait que. Et enfin, sur cette association, une chose est limpide, même s'il y a encore beaucoup de choses à caler, c'est qu'il n'y aura pas de gros, il n'y aura pas de petits. Il y aura un courtier qui fera l'objet d'une autorégulation, qui soit grand, qui soit moyen, qui soit petit, qui soit grossiste, qui fasse de l'IRD ou qui fasse de l'assurance de personnes. Voilà. Et alors sans qu'encore une fois tout soit stabilisé,
l'adhésion à cette association sera uniforme pour tout le monde. Donc on sort de ce champ-là. Juste pour compléter ce propos, sur les garde-fous du système, ils sont importants. Alors déjà, comme ça a été dit, ces associations n'ont pas vocation à devenir des syndicats professionnels, hein, c'est autre chose. Les syndicats professionnels et la liberté syndicale demeurent pleine et entière. Donc c'est donc bien autre chose. Et sur ce autre chose, il y a un certain nombre de garanties qui ont été évoquées. Déjà, on parle bien au pluriel, il y aura des associations. Alors, donc, combien ? Ah bah combien ça? Est-ce qu'il y a un chiffre idéal? Ça, non, c'est pas à moi de prononcer. Je pense qu'il faut mieux qu'il n'y en ait pas trop, parce que sinon, ça crée plutôt de la complexité dans le dispositif. Maintenant qu'il y a de la concurrence, nous, on est plutôt pour la concurrence. Donc voilà, qu'il y en ait un certain nombre. C'est quoi, 3, 4, 5? Mais pas à moi de prononcer sur un nombre. Je dirais que ça va émerger par justement ce sont les professionnels qui, en s'organisant, vont se reconnaître ou non dans telle ou telle association, et ce seront aux associations justement de faire en sorte, et c'est bien l'une des clés du système, dans une concurrence saine entre associations, de faire en sorte que justement les gros, les petits, mais on peut imaginer d'autres lignes de frontières entre courtiers, se retrouvent dans les associations. Donc ça, c'est quand même un élément important. Il n'y en aura pas une, il y en aura plusieurs, il y aura un peu de concurrence, et c'est important. Pour autant, il faut une certaine taille critique. Donc voilà, on n'a pas vocation à en avoir 12 ou 300. Ouais. Voilà. Donc un petit nombre d'associations, mais une concurrence. Deuxièmement, et ça a été évoqué aussi, et c'est important, ces associations, on aura une réglementation qui va couvrir un certain nombre de dispositions importantes qu'on va caler dans les mois qui viennent, de prévention des conflits d'intérêts, évidemment, de transparence. Il n'est pas question de restreindre l'accès à la profession de courtier. Donc voilà, un certain nombre de principes qui seront sous le contrôle de la CPR, qui va agréer ces associations et qui va les contrôler. Donc on va mettre en place, évidemment, sur la base de principes sains qui visent précisément à répondre à ces légitimes préoccupations, un certain nombre de précautions. Et là encore, la CPR, nouveau rôle clé qu'elle aura, sera la garante de ce système. Est-ce qu'on peut dire quand ce projet de loi sera déposé, examiné en Conseil des ministres, puis ensuite examiné par les parlementaires, pour une entrée en vigueur? Enfin, quel est le calendrier qui est envisagé à ce stade? Alors, la DDA, c'est maintenant. Donc, on a plutôt intérêt à aller relativement vite pour mettre en place ces structures et ce nouveau mode de fonctionnement qui quand même s'inscrit dans la mise en œuvre et l'accompagnement de DDA. Ça veut dire quoi en pratique? Ce projet de loi, puisque donc il y a une partie législative, alors l'essentiel va quand même passer beaucoup par la voie réglementaire, mais la partie législative est logée assez logiquement dans le projet de loi de ratification, comme vous l'avez dit, de l'ordonnance, qui a donc vocation, et d'ailleurs c'est l'habilitation qui nous a été donnée par le Parlement, doit être déposée au Parlement d'ici mi-octobre. Ensuite, on a vocation à faire adopter, c'est l'objectif qu'on se donne, de faire adopter ce projet de loi et donc ces dispositions importantes au premier semestre 2019. L'objectif pour nous étant de permettre la mise en œuvre de la réforme au 1er janvier 2020 qui correspond au renouvellement des immatriculations à l'ORIAS. Donc voilà, c'est le calendrier qu'on se donne. Ça nous permet dans l'intervalle, dans les mois qui viennent, de travailler en concertation avec tous les professionnels sur les détails de cette réforme, donc sur la mise en œuvre de ces principes, le détail des missions, l'articulation avec les différents acteurs, en parallèle du calendrier législatif qui, encore une fois, devrait nous amener à une adoption, espérons-le, au premier semestre 2019. Alors une question, hein. Est-ce que tout le monde est concerné? Est-ce que c'est juste? Enfin, est-ce que c'est tout le courtage ou est-ce qu'il y a des gens qui exercent une activité de courtier qui ne seront pas concernés par ces associations? Que dit le projet de loi là-dessus? Alors, ce que dit le projet de loi, puisque je peux vous dire moi, c'est qu'en dans l'esprit, la vocation de cette réforme, c'est de créer cette autorégulation là où elle est la plus nécessaire, c'est-à-dire au regard du courtage à titre principal, donc les courtiers d'assurance et leurs mandataires, les conseillers en gestion patrimoine, ceux qui vendent des contrats d'assurance à titre principal. Donc les questions qui se posent, c'est la frontière, où est-ce qu'on arrête la frontière en la matière? C'est la question qui est posée. On ne l'a pas fixée
aujourd'hui dans le projet de loi. Parce que justement, c'est le genre de choses qu'on veut concerter pour écrire les choses bien, premièrement, dans la réglementation, et puis régler ces aspects de périmètre. Mais ça, c'est bien l'esprit. Ça veut dire qu'en particulier, si on prend les agents généraux, qui souvent font du courtage à titre très accessoire, qui ont une autre forme d'autorégulation par les compagnies notamment, ne seront pas concernés. On a les banques qui distribuent un certain nombre de contrats d'assurance. Certains n'ont pas l'air d'être d'accord. Qui ont d'autres formes de régulation. L'idée est quand même d'être les plus proportionnés possibles, de répondre à notre objectif d'autorégulation sur, en tout cas, le monde du courtage à titre principal. Et donc le projet de loi rédigé en ce sens nous permet justement de fixer une frontière en la matière que nous détaillerons encore une fois dans le projet de réglementation. On aura une concertation encore une fois dans les mois qui viennent sur la fixation de ce périmètre et évidemment toutes les voix seront les bienvenues pour nous dire si un tel ou un tel veut, souhaite, pense, légitime d'être concerné. Parce que sauf erreur de ma part, les associations représentatives de ces professions ont fait savoir qu'elles n'en voulaient pas de ce projet d'autorégulation. De quelle profession ? Les agents généraux notamment. Oui, semble-t-il. Voilà. Mais voilà, encore une fois, le projet n'est pas né aussi d'un besoin des agents généraux. Il est né, encore une fois, de la conjonction d'une nécessité d'accompagner le monde du courtage et d'une réponse des professionnels du courtage. Il y a un point qui semble... Bertrand ? Non, juste quand même une intervention sur le sujet. Je crois que chaque profession va prendre la responsabilité de ce qu'elle veut pour ses adhérents. Voilà. Nous, encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est résolument actifs. On pense que c'est le moment d'accélérer, d'être sur le devant du pavé. Oui, il y a d'autres professions qui font des choix, pour le moment, manifestement contraires. Juste à titre un peu humoristique, j'ai lu dernièrement dans une très bonne revue de courtier, agent à titre accessoire, la phrase suivante. Je le lis, c'est pour ça que j'ai mis mes lunettes. Quand on fait du courtage accessoire, on n'est pas un courtier accessoire, on l'est pleinement ou pas du tout. Voilà. Donc, chacun prendra sa responsabilité. En tout cas, nous, on est très fiers de tirer la machine. Ça, c'est sûr. La profession de courtier est très attachée à son indépendance. Évidemment, ce sont les indépendants. Il y a quelque chose dont on n'a pas trop parlé, c'est ces pouvoirs disciplinaires dont seront dotées ces associations professionnelles représentatives. Ça fait quand même un petit peu jaser. Il y a une question d'ailleurs que j'ai vu passer, c'était autorégulation ou sanction. Ça renvoie quand même à la question de quelque chose qui est évoqué dans le projet de loi, à savoir que ces associations aient l'obligation de respecter des procédures écrites. D'ores et déjà, voilà, on s'inscrit dans quelque chose qui serait assez carré. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire déjà le pourquoi, le comment de ces pouvoirs disciplinaires, qui ont quand même un pouvoir possible de radiation, et deux, d'ores et déjà de savoir un petit peu comment tout ça pourrait marcher. Je veux répondre à cette question. Je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a quelques incompréhensions là-dessus. Il faut quand même revoir comment les choses se passent. Je vais être un peu cru dans mon propos pour vous expliquer, et vous allez pouvoir vous mettre à notre place 2 secondes. La Direction générale du Trésor fait un constat et demande aux organisations professionnelles et représentatives de réfléchir. Et puis on nous dit, voilà, nous... on constate qu'il y a des missions que l'ORIAS ne fait pas parce que ce n'est pas son job, il y a des missions que l'ACPR ne fait pas parce que ce n'est pas son job, et qu'on pense que ces missions, seuls des professionnels pourraient le faire. Alors on pourrait rentrer dans le détail, mais en gros, est-ce que vous êtes d'accord pour réfléchir et éventuellement effectuer ces missions par délégation de service public ? Il y a 2 réponses possibles. Moi, si je mets ma casquette de patron de Cypre et Assurance, je dis non, vous n'avez qu'à demander à la CPR de le faire. Maintenant, si je suis président d'un syndicat et que je pense à tous les milliers de courtiers qui n'ont pas que ça à faire, de gérer la réglementation, etc., je dis on va le faire. On va le faire parce qu'on va le faire autrement, pas comme l'ORIAS et pas comme la CPR. On va le faire avec de la pédagogie, avec du temps, avec de la proximité, avec des alertes, avec de l'accompagnement, avec de la bienveillance. Tout ce qui aujourd'hui ne peut pas être fait par l'un ou par l'autre. Et on peut le comprendre, parce qu'on connaît le job.
Donc on va faire ce travail. Maintenant, on a besoin d'avoir tout le monde, parce que sinon c'est compliqué. Et puis, pourquoi on a besoin d'avoir tout le monde? Parce que, et puis on parlait de sanctions aussi. Alors c'est pas une sanction, c'est de dire à un moment donné, si on fait ce travail, on estime qu'on remplit ses missions, qu'on alerte, qu'on dit attention, la garantie financière, ok, elle a été validée par l'ORIAS, mais l'ORIAS ne valide pas le montant de la garantie financière. L'ORIAS enregistre, mais après la garantie financière, elle peut être complètement déconnectée des flux réalisés par le courtier. Ça, c'est la CPR qui ne va pas être content. Et je dis que quand la CPR n'est pas content, la CPR le fait remarquer par des sanctions, etc. Donc on dit que ça peut être le boulot de l'association d'accompagner sur ces sujets un peu techniques qui ne font pas partie du quotidien d'un courtier qui est un entrepreneur, qui a encore autre chose à faire, qui a des rendez-vous toutes les demi-heures avec ses clients, etc., etc. Donc on peut avoir ce job-là d'accompagnement, d'explication, d'alerte, mais à un moment donné, une fois qu'on a fait le boulot, une alerte, 2 alertes, 10 alertes, on a un comité qui est là, qui dit « Attends, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Parce que lui, il veut rien entendre. Et puis, il peut nous répondre, le courtier. Parce qu'attendez, je les connais bien, les courtiers qui disent « Écoute, c'est quoi, tu m'agaces. Moi, j'ai autre chose à faire. » À un moment donné, oui, on est obligé de dire, par rapport à tout le collectif qui fait l'effort de nous écouter, de prendre en compte tous les rappels qu'on fait, on est obligé de dire, écoute, nous, on ne peut pas te garder dans l'association. Ce sera ça, le truc. Ce sera qu'au bout d'un certain temps, après des alertes multiples, il y aura un comité. Donc, j'ai vu passer également l'idée d'un conflit d'intérêts. On doit donner des garanties. Je pense que dans le cahier des charges de la CPR, il y aura des garanties là-dessus. Et je peux vous dire, d'ores et déjà, qu'il n'y aura pas que des courtiers. Il y aura des personnalités indépendantes pour garantir, justement, l'absence de conflit d'intérêts. Je voyais tout à l'heure, je lisais les conflits d'intérêts, courtiers grossistes, courtiers, etc. Mais non mais attendez, tout ça, ça a déjà existé dans une association professionnelle. Vous avez des confrères. Donc sans parler de relations clients-fournisseurs, déjà rien qu'entre 2 confrères, il peut y avoir des conflits d'intérêts. On peut être sur le même client. Bon, donc tout ça existe et la garantie, c'est qui la garantie ? C'est vous, c'est les adhérents. Vous n'allez pas laisser faire les dirigeants de l'association. Si vous voyez que ça déconne, si vous voyez qu'il y a des manquements, bah évidemment, vous serez adhérent, vous aurez un pouvoir. On va rédiger des statuts où la gouvernance, elle sera proposée, mais il y aura aussi des adhérents. Donc tout ça va se mettre en route. Et il y aura aussi des indicateurs de qualité, des indicateurs de performance, parce que s'il y a plusieurs associations, bah ça veut dire qu'un courtier qui n'est pas content parce qu'il estime que le service n'est pas rendu par cette association pourra dire « je vais dans l'autre association ». Donc on pourra aussi, de ce point de vue, être challengé. Voilà. Oui, vous levez l'inquiétude du juge et parti. Grosso modo, c'est ça. On mettra toutes les garanties. Je vous dis, il y aura des personnalités indépendantes pour garantir cela. Et la garantie, c'est que l'association professionnelle ne sera pas Bertrand, ce ne sera pas moi, ce ne sera ni Planète, ce ne sera pas CSCA, ce sera un collectif. Il y aura une gouvernance multiple avec des sages qui vont gérer tout ça. Vous pensez bien que si demain, on doit effectuer une mise en garde, parce qu'un courtier, après multiples reprises, il nous dit qu'il s'en moque. Bon, de ce qu'on lui dit et qu'il a toujours travaillé comme ça et qu'il s'en moque. Bon, mais il peut y avoir une mise en garde, une lettre recommandée pour l'alerter encore plus. Mais vous pensez bien que ce processus, il va être justement processé avec effectivement une montée progressive dans la hiérarchie, on va dire, non pas de la sanction, mais de l'alerte. Et effectivement, la sanction qui ne sera pas une sanction, et qui est de dire à un moment donné, on a fait tout ce qu'on pouvait, mais visiblement, vous ne voulez pas nous écouter, on ne sait pas ce que vous faites dans cette association. Bon, écoutez, on vous garde pas. Ce sera le truc ultime. Mais là, pour le coup, si un jour ça devait arriver, c'est que le type n'a sincèrement rien à faire dans ce métier. Pour moi. Le type, enfin, c'est un terme générique. Pas mal d'interventions pour dire que, voilà, que de l'assistance demandant à ce qu'on recentre le débat sur DDA. Alors, je me permets d'intervenir, c'était un choix que nous avons fait. L'actualité prime, il y a un grand projet de réforme qui a été annoncé. Il nous semblait important, en plus en ayant la chance d'avoir les 3 invités présents pour pouvoir l'expliquer, de détailler tout ça. Néanmoins, pour satisfaire quand même l'assistance et revenir sur une question, c'est... Aujourd'hui, on a une situation avec des syndicats, la CPR, le Trésor. Demain, on aura un autre paysage. Qu'est-ce que cette nouvelle organisation permettra de faire qu'elle ne pourrait faire que ce qui ne pourrait pas être fait aujourd'hui? En d'autres termes, demain, par exemple, sur DDA, en quoi ces associations pourront davantage aider, assister, accompagner leurs adhérents sur la formation, le devoir de conseil, etc. Je crois, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, je pensais que j'avais été clair, mais juridiquement, on ne sait pas encore très bien comment tout ça va se structurer, on est en train de l'étudier. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour la partie syndicale, celle qu'on fait aujourd'hui
de manière parallèle et qu'on fera aujourd'hui, demain de manière unie. Mais l'ensemble des postures, l'ensemble des positions, l'ensemble des dispositifs qui sont au service des adhérents aujourd'hui, en matière juridique, en matière sociale, en matière de lobbying, en matière de transport de flux informatiques, en matière de recrutement, bref, tout le panel de services qui est en place aujourd'hui, mais il existera toujours. Il sera même renforcé, a priori. Mais il sera évidemment renforcé. Il sera renforcé parce qu'il y a des choses que Planète Courtier fait mieux que la CSCA et inversement. Et donc, on va pousser le meilleur des deux. Donc, je veux dire, là, il ne faut pas tomber dans le domaine. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Ne tombons pas dans le fantasme en disant, ça y est, la profession bascule dans la sanction, dans la régulation, dans la CPR bis. Stop, c'est pas le sujet. Le sujet, encore une fois, c'est que, voilà, il y a une nécessité. Encore une fois, c'est des convictions qu'on partage dans nos syndicats respectifs de hisser la profession par le haut. Mais ça, on pourra en parler après. Quand je vois autorégulation ou sanction, ben oui, mais à la fin de la journée, je pense qu'il va falloir qu'on accepte d'être fier, d'être dans une profession avec des confrères qui soient dignes de ce nom. C'est pas le cas à 100%. Enfin, c'est ça. C'est ce que laissait penser la question, c'est que demain, cette future organisation évitera des trous dans la raquette qu'il y aurait aujourd'hui. Alors, évitera des trous dans la raquette, ça a été largement débattu. Mais encore une fois, comme Laurent l'a dit tout à l'heure, quand on parle d'amortisseur par rapport à la CPR, il y a tout un process qui va être mis en place dans l'alerte, dans la réalerte, dans ce temps nécessaire et qui sera nécessaire aux courtiers pour se mettre à niveau. Aujourd'hui, quand un courtier, je ne sais pas si certains d'entre vous ont subi un contrôle ACPR, mais c'est un tout petit peu brutal. Ils arrivent, ils contrôlent, pas de conseil. Demandez à un contrôleur ACPR, parce que ce n'est pas leur travail. Demandez à un contrôleur ACPR, et dites donc, vous avez tiré telle conclusion, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pas le sujet. C'est pas leur sujet et c'est normal. Donc demain, on a cette vocation de prévention, d'alerte. Mais effectivement, il y a un moment où, quand l'âne n'a pas soif, ben voilà. Hein. Mais demain, un courtier qui serait contrôlé par la CPR pourrait être accompagné par cette association ou pas? C'est un exemple que vous preniez. Je ne sais pas répondre à cette question aujourd'hui. Non, mais s'il a un contrôle à CPR, d'ailleurs, il n'y a pas de relation. C'est-à-dire que tous les courtiers qui en exercice peuvent être contrôlés par le CPR. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est que l'association pourra donner des garanties en matière d'accompagnement, etc., etc. Il faut bien comprendre. Je mesure dans les questions que je lis un peu de crainte. D'abord, il faut bien penser qu'on est en train de penser un truc qui n'existe pas. Donc déjà, n'essayons pas de prendre des références sur des choses qui existent, parce que ça n'existe pas. Mais c'est pas parce que ça n'existe pas qu'il ne faut pas le faire. Au contraire, je veux dire, on peut être aussi une référence plus tard pour la suite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que dès l'instant où tout ça va fonctionner, le courtage d'assurance va être vu différemment. Moi, je vous assure, allez voir votre député localement. Demandez-lui ce qu'il pense de la profession de courtier d'assurance. D'abord, il ne sait même pas ce que c'est. Il n'est même pas capable de vous donner un chiffre. Combien il y a d'employés, quelle est la mission économique d'accompagnement des professionnels, des particuliers sur son territoire. Il ne sait rien de tout ça, ou un petit peu si vous connaissez bien. Mais en tout cas, il y a un vrai sujet, parce que quand on ne sait pas, on invente. Et aujourd'hui, je peux vous dire que nos dirigeants, les politiques, ceux qui font les lois, aujourd'hui ne connaissent pas notre métier. Et, je vais même rajouter, ne le respecte pas. J'ai pu le voir dans différents combats, que ce métier n'était pas respecté. Et il n'est pas respecté parce que peut-être que ça part dans tous les sens et qu'on est dans l'immatriculation d'un côté et dans la sanction, et il n'y a rien entre les deux. Et quelque part, l'idée pour nous, c'est modestement
d'être un peu, on parlait d'amortisseurs, on parlait de filets, d'être un peu comme ça la protection que les courtiers, alors peut-être plus de proximité, parce que les grands courtiers sont suréquipés, etc., en juristes et tout ce qu'il faut, mais en tout cas d'être un peu la protection du courtage de proximité, un peu identique à celle des compagnies d'assurance avec leurs agents généraux. C'est-à-dire qu'un agent général, finalement, il bosse, il risque rien, entre guillemets, parce que de toute façon, il a quelqu'un qui regarde, qui le protège et qui est puissant. Ben, l'idée, c'est d'avoir une association qui soit quand même puissante. Pour être puissante, elle a besoin de toute la cible pour pouvoir défendre, expliquer pédagogiquement. Et puis elle a aussi une responsabilité, c'est que s'il y a un truc qui déconne, un adhérent peut dire « Attends, toi association, tu as une démission de service public, tu nous as dit que c'était comme ça, j'ai fait comme ça ». Enfin, elle est là la garantie aussi. Donc il faut bien voir que l'idée, c'est aussi de faciliter l'exercice du métier. On n'est pas là pour compliquer les choses. Et ce n'est pas une couche supplémentaire d'autorégulation. La profession va sortir grandie de tout cela. Je vous assure, c'est évident. Petite question, je me tourne vers Lionel Corr, un sentiment d'inquiétude ou d'une grosse interrogation. Le projet de loi APRI ne concerne pas des courtiers pouvant exercer sur le territoire national dans le cadre de la libre prestation de services. Pourquoi ? Parce que ça crée une espèce de sentiment d'injustice. Nous, on serait obligés d'adhérer à ces associations professionnelles, mais des acteurs exerçant sur le marché, notamment en assurance construction, ne seraient pas obligés de... C'est l'exemple qui a été donné en question, c'est pour ça que je le dis. Voilà. Quelle est votre réponse là-dessus ? Alors, ma réponse sera double. Tout d'abord, la raison immédiate, c'est que les règles de la LPS, de la libre prestation de services en Europe, de toute façon, ne nous auraient pas autorisé à obliger des courtiers immatriculés dans d'autres pays à adhérer à ce type d'association-là pour des raisons purement juridiques. Mais au-delà de ça, je vais rebondir sur ce que disait Laurent à l'instant. À partir du moment où c'est une opportunité pour la profession, et ça va nous poser la question d'ailleurs d'avoir un label qui correspond à l'adhésion à ces associations, qui vont être garantes du qualité du service qui est rendu, qui vont engager leur responsabilité et leur image. L'idée est que des courtiers en LPS soient en fait même incités à adhérer à ces associations. Dans un contexte où la LPS est bien un enjeu. Alors on peut prendre aussi le problème de la LPS sous un autre angle. Il y avait cette question, mais franchement, à quoi on veut répondre ? Alors, je pense qu'on y a pas mal répondu. On a cette idée d'un trou dans la raquette qui préexiste d'ailleurs par rapport à DDA. On a vu que sur des sujets comme justement la LPS en affaires construction, on est en plein dedans en ce moment, dans les difficultés que ça a créé. On a bien vu que le système actuel on n'avait pas réussi à prévenir, en tout cas, largement ces difficultés-là. Est-ce qu'avoir un étage dans lequel on a justement des acteurs, des associations qui sont là pour accompagner les professionnels par rapport à des risques bien particuliers, la construction, les branches longues, la LPS, c'est quoi les enjeux de distribuer ce type de contrat-là ? On aurait pu y contribuer. Donc voilà, c'est une double forme de réponse à ces enjeux-là, dans un contexte où on ne pourra pas leur imposer, dans le cadre des règles européennes, d'adhérer. Pour autant, créons un maximum d'incitation dans un contexte où... C'est un point que vous avez évoqué vis-à-vis du client, là, on n'en a pas parlé. Ce label, cet éventuel label, s'il devait voir le jour, c'est quelque chose qu'on pourrait faire valoir auprès de la clientèle. C'est tout le sens d'un label, là. Pardon ? C'est tout le sens d'un label. Oui, bien sûr, oui. Oui, parce qu'on parle beaucoup du passé, mais la suite, c'est la DDA. 12 jours la DDA, et on va... Enfin, c'est une petite révolution quand même, je le disais tout à l'heure. Enfin, l'exercice de la profession va changer, la relation avec le client va changer, et sans doute que dans 2 mois, l'accompagnement, en tout cas la nécessité d'un accompagnement, n'aura rien à voir avec aujourd'hui, beaucoup plus. Et donc tout ça prend du sens. Voilà. Mais on va se retrouver avec une parenthèse, c'est-à-dire qu'à une situation actuelle qui va perdurer jusqu'en fin 2019, avec ce nouveau système qui ne rentrera en vigueur que début 2020, donc soit quand même une bonne année après l'entrée en vigueur de DDA. Oui, mais il faut savoir qu'on parlait tout à l'heure de garantie, on parlait d'accompagnement, de responsabilité, de label. Il faut bien comprendre que derrière, c'est une entreprise qu'on va créer. On parle d'association professionnelle, mais il y a une entreprise. Ça ne va pas être que des élus qui vont bénévolement. Non, il y a une entreprise avec des permanents, des juristes, des systèmes d'information. Enfin, l'idée, c'est quand même, on a un peu modélisé le sujet. L'idée, c'est de créer une boîte avec beaucoup d'employés, avec des bons profils pour accompagner cette population, parce qu'il y aura quand même beaucoup d'acteurs qui seront dans l'association. Et donc, il faut un petit peu de temps. On parle de créer une boîte, et pour qu'elle soit pleinement opérationnelle, on aura besoin de toute façon de ce temps. Des entreprises, c'est à but non lucratif. Oui, bien entendu. Entreprise dans le sens entreprendre. Encore de grosses interrogations de l'assistance sur la nature des obligations qui leur seront faites
c'est courtier présent dans 2 jours avec la DDA. Il y a déjà des choses qui sont proposées aujourd'hui par vos organisations respectives. Est-ce que, voilà, j'en reviens un peu à la question initiale, est-ce que ça proposera encore davantage, encore plus? C'est pas un sourire. Venez nous rejoindre parce que, effectivement, si vous restez tout seul, je crains que vous ayez un problème. Ça, c'est sûr. Voilà. Maintenant, encore une fois, et ça, c'est un message général que je passe, on s'est véritablement battus comme des chiens et on a été les premiers et les seuls à l'époque à défendre le décalage de la mise en place de la DDA au 1er octobre. Alors, juste une fois, de temps en temps, parce que c'est important qu'on se le dise aussi, nous, on veut bien aller au charbon en permanence pour essayer d'arrondir les angles et desserrer les étaux là où ça peut être desserré, mais je crois qu'on a tous une responsabilité, c'est d'être au maximum prêt le 1er octobre, parce que s'il commence à se dire sur la place que malgré le décalage qu'on a obtenu, que les organisations professionnelles ont obtenu, personne n'est au carré, personne n'a engagé le sujet. Alors je crains que pour les futures négociations qui nous attendent, on soit vu un peu comme des amateurs. Donc pour une fois, je me retourne vers vous, je vous fais passer ce message, on prend nos responsabilités, on bosse pour la profession, mais il faut qu'à un moment les troupes suivent. Est-ce que, néanmoins, je vais faire le parallèle avec le RGPD qui est rentré en vigueur au mois de mai dernier. On sait très bien que la date du 1er octobre, toute celle du 23 ou du 25 mai, je ne me souviens plus, c'est pas un coup près. C'est-à-dire qu'il faut avoir entrepris un certain nombre de choses à la date du 1er octobre et qu'ensuite, ça n'est que le début d'une histoire. Est-ce qu'il y a un minimum syndical à avoir entrepris sur les nouvelles obligations qui sont faites par la DDA? Mais je le disais tout à l'heure, le minimum syndical, c'est déjà la DIA 1, on ne part pas de rien. Part pas de rien. Bon, le problème cette année, c'est qu'on a un entonnoir réglementaire, sur lequel il faudra qu'on réfléchisse d'ailleurs à l'avenir, parce qu'il y a la réglementation en tant que telle, et puis il y a la confluence de toutes les réglementations. On a cette année DDA, on a PRIPS, on a RGPD et FVA qui profile son museau à la fin de l'année. Donc effectivement, ça fait des réglementations qui arrivent tout en même temps. Et au-delà du contenu de ces réglementations, la multiplicité fait que tout est compliqué. Donc ça, il faudra qu'on y veille. Des courtiers qui disent quand est-ce que je bosse, moi, oui, quand est-ce que je bosse voilà, donc on est tous logés à la même enseigne. RGPD, alors il faut pas qu'on fasse les pleureuses. Ça concerne l'ensemble du tissu économique français. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est une bonne loi, que c'est une bonne disposition. Je pense que la loi de 78 nous couvrait largement. Là encore, j'ai envie de dire, soit on fait les grincheux, soit on initie la démarche, et elle n'est pas facile, elle est franchement pas facile, parce qu'on touche des sujets extrêmement sensibles, où les curseurs de responsabilité, pour parler clair, compagnie, courtage, en termes de données, sont pas faciles, avec des conséquences parfois patrimoniales pour nous. Donc voilà, maintenant, je crois que il y a le site de la CNIL, on a travaillé avec la CNIL à leur package RGPD, il est bien fait. Là aussi, franchement, interrogez-nous, renseignez-vous, il y a des choses, il y a en tout cas des choses simples, et encore une fois, je ne dis pas que tout est simple dans RGPD, loin s'en faut, mais il y a des choses simples qui peuvent être initiées, et véritablement, je vous encourage à le faire. Juste ajouter une chose, alors c'est plus une conviction qu'une certitude, vous allez comprendre pourquoi, mais tout à l'heure en préambule, Lionel déconnectait la DDA et cette nouvelle réforme. Et enfin, on pouvait la déconnecter ou pas. Bon, la question se pose. En réalité, je pense qu'il est possible que si cette réforme, en tout cas ces associations professionnelles, existaient depuis 3, 4, 5 ans, si on avait adopté, parce qu'après tout, on aurait pu le faire, un système un peu comme ça sur la DIA, peut-être que, alors peut-être pas la DDA, mais en tout cas la transposition aurait pu être différente. S'il y avait déjà ces garanties qui étaient données au pouvoir public français
par ces associations. Moi, ma conviction, c'est que la transposition aurait pu être différente avec les garanties qui préexistaient depuis 3-4 ans, parce que le regard que les pouvoirs publics français, en tout cas, auraient porté sur notre job, aurait été différent. C'est un petit peu ça qu'on veut faire. C'est que les pouvoirs publics portent un autre regard, beaucoup plus confiant et serein, et ça aurait pu être fait avant. Donc aujourd'hui, la DDA arrive. Alors il y a deux postures. Il y a qu'est-ce qu'on pense de la DDA, et puis après on peut en penser bien ou pas. En tout cas, c'est comme ça, il faut l'appliquer. Mais c'est vrai qu'on est là clairement des contraintes, des modifications profondes des comportements de vente. On était déjà à l'écrit, on surenchérit. J'ai entendu tout à l'heure l'expression d'infantilisation. C'est aussi mon point de vue. Voilà, je pense qu'on est aussi dans une infantilisation du consommateur, des assurés. Hein. Enfin, je rappelle quand même que le devis ne suffit plus, que le contrat d'assurance avec ses conditions particulières et ses conditions générales ne suffit plus, et qu'on passe bientôt au 10 pas, n'est-ce pas, avec des icônes et des couleurs. Donc, on est bien dans l'infantilisation. Je pense que l'étape d'après, ce sont des dessins, etc. Donc, et puis, il faut même expliquer qu'on perçoit de l'argent. Voilà, au cas où l'assuré pensait que, effectivement, non, on bossait comme ça, etc. Donc il faut aller jusque-là. Donc oui, on est un petit peu dans l'infantilisation, et c'est la raison pour laquelle je pense que ces associations vont pouvoir donner encore plus de crédit et une posture de profession qui était déjà réglementée, mais qui fait son boulot beaucoup plus qu'elle ne le faisait avant. Voilà. Qu'est-ce qui se passe pour un agent lapsus. Un courtier de proximité en 2019 qui ne serait pas adhérent aujourd'hui de la CCA ni de Planète Courtier, est-ce qu'il doit se débrouiller un peu tout seul en attendant l'entrée en vigueur l'arrivée de ces nouvelles associations professionnelles ou alors est-ce que vous le conseillez justement d'adhérer maintenant à CCA de Planète Courtier en attendant est-ce qu'il renvoie à une question collatérale, quid du montant de la cotisation? Non mais enfin, faut être inconscient pour pas être syndiqué aujourd'hui. Voilà, je l'ai dit, ça fait 100 fois que je le dis dans la presse et à chaque occasion. Voilà, maintenant, comment vous le dire autrement? Effectivement, vous avez une période qui s'ouvre. Lionel l'a dit tout à l'heure, un peu une parenthèse entre ce qui existe, le modèle qui existe avec les syndicats professionnels et puis la mise en place de cette association demain. Voilà, venez adhérer. Franchement, enfin, que ce soit chez l'un ou chez l'autre aujourd'hui, ça coûte 250 balles. Je pense que votre conformité vaut au moins ça. Mais au-delà, plus cher demain? Non, ce sera dans ces eaux-là. Oui, mais ça c'est quelque chose sur lequel on peut être quasiment certain pour évacuer aussi un sujet économique. L'idée que nous avons, c'est que demain, la somme des cotisations, associations plus syndicats, ne dépasse pas la cotisation des syndicats aujourd'hui. Ouais, comme ça, vous avez compris, c'est un non-sujet. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille plus sur le montant, on travaille sur l'assiette. Il y aura beaucoup plus de monde. Mais il faudra aussi effectuer beaucoup plus de travail. Je veux juste dire un mot sur les professionnels qui se sont émus et qui ne souhaitent pas s'engager dans cette réforme, et en particulier les agents. Il y a des agents aujourd'hui qui font du courtage, un petit peu ou beaucoup, peu importe, et effectivement leur syndicat ne souhaite pas s'inscrire dans cette réforme, et la réforme leur permet de ne pas s'y inscrire. Moi j'invite fortement les agents qui font du courtage à intégrer une association professionnelle. Même si leur syndicat ne souhaite pas s'y inscrire, moi je les invite, parce que si un jour il y a un sujet sur la partie courtage, je ne pense pas que ce soit le syndicat d'agents qui règle le problème. Donc au-delà de la position que je respecte du syndicat des agents, un agent qui fait du courtage aura, de mon point de vue, tout intérêt, malgré tout, à adhérer à une association professionnelle, quelle qu'elle soit d'ailleurs, puisqu'il y en aura plusieurs. Juste pour rebondir là-dessus, quelles que soient les frontières de l'obligation que nous dresserons dans les semaines qui viennent, le dispositif sera ouvert. C'est-à-dire que, pour reprendre ce que vient de dire Laurent, ces associations seront ouvertes, et c'est déjà le cas de la LPS, et plus généralement pour des professions dont le courtage ne serait pas nécessairement l'activité principale, elles pourront avoir vocation, sur une base volontaire, à adhérer à l'association. C'est important, le système... il y aura de la concurrence dans le système, et ce sera un système ouvert. Vous qui avez une vision périphérique sur ce qui a été entrepris ailleurs qu'en France, dans les autres pays de l'Union européenne, comment se situe la France par rapport à cette directive sur la distribution d'assurance? Est-ce qu'il faut voir dans la mise en branle de cette réforme le fait qu'on soit plutôt un mauvais élève, ou au contraire, c'est juste une décision d'aller de l'avant? Alors, en termes de transposition, déjà, on est plutôt dans les bons élèves, puisqu'on est à l'heure.
Ce ne sera pas le cas de tout le monde. En la matière, voilà, on a travaillé beaucoup, et d'ailleurs avant que j'arrive, sur cette transposition. Comme ça a été rappelé, bon, on s'est déjà préparé avec des IA comme tous les autres pays. On a, sur le devoir de conseil, on a toujours eu un petit cran d'avance en France en la matière. Alors plus tellement maintenant avec DDA, mais malgré tout. Donc voilà, donc on est très certainement pas vu comme les mauvais élèves. Après, on a des modèles de distribution de l'assurance, comme vous le savez, qui sont quand même très différents entre les pays. La place du commissionnement, typiquement, était un grand débat, puisqu'on a des lignes de partage en Europe en la matière. On s'en est sorti dans le cadre de la discussion avec cette notion de transparence. Alors je ne sais pas si on est dans l'infantilisation, mais c'était entre guillemets un peu le prix à payer aussi pour que notre système tel qu'il existe aujourd'hui de commissionnement perdure, en tout cas dans la DDA. Je ne sais pas de quoi demain sera fait dans les prochaines directives, parce qu'il y aura un jour de nouvelles directives sur la distribution en assurance. Mais en tout cas, voilà, on n'a pas tous le même modèle en la matière. On s'en est sorti par cette idée de transparence. On ne va pas chambouler ce modèle-là, qui existe dans d'autres pays, on n'est pas les seuls, mais exigeant de transparence. Donc voilà, je crois qu'on est clairement pas dans les mauvais élèves, parce que je crois que globalement, en termes réglementaires, déjà, on est prêt. Les professionnels s'y préparent. On va voir dans les mois qui viennent sur le terrain comment ça se met en œuvre. Et on n'est pas non plus dans je dirais, aller véritablement tellement au-delà. On s'organise pour, quelque part. Il y a une connexion entre DDA et la réforme du courtage, mais on va au-delà. On va au-delà en termes enfin, on traite des enjeux, notamment des enjeux qui préexistaient à DDA. Donc c'est pour ça qu'il c'est pas uniquement une conséquence de DDA, mais pour autant, je pense que voilà, on n'est pas dans une surréglementation en la matière quand on compare à ce qui se passe chez nos voisins. Laurent ? Oui, les mots sont importants. Hein. Cette surréglementation ou la surtransposition, enfin, je l'entends beaucoup en parlant de la réforme, je l'entends beaucoup autour de moi, y compris des amis proches, qui me dit qu'on en fait trop et encore une fois, on surtranspose. C'est pas du tout le sujet, je vous assure. Hein. D'abord, moi, encore une fois, je suis persuadé qu'on aurait pu le faire avant. Donc, vous voyez, on aurait pu déconnecter complètement. Si on l'avait fait il y a 2 ans, on n'aurait pas parlé de surtransposition, puisque c'était déconnecté. Et puis, il y a le deuxième aspect, c'est que l'idée, c'est quand même de donner aussi un bénéfice fort pour la profession. On va donner des garanties. Il y aura un label. Donc ça, c'est bien. Vous aurez tous sur vos papiers en tête un label qui va donner une garantie supplémentaire. Il y a un bénéfice fort pour la profession en termes d'image. Donc, vraiment, l'idée, c'est pas d'en faire plus, mais c'est de le faire mieux. C'est juste ça. 2 mots qui sont importants dans la transposition. Le premier a été énoncé, surtransposition. Alors autant on pouvait parler de surtransposition pour DIA, parce que là, clairement, la France était allée beaucoup plus loin que les autres pays européens. Autant sur DDA, je pense qu'on s'est, avec l'aide de tous et du Trésor en particulier, attaché à transposer, j'ai envie de dire, à l'euro. Il y a un deuxième mot qui est important dans la DDA, c'est la proportionnalité. D'accord ? C'est important dans le compte tenu du monde représenté par les courtiers, de la diversité des courtiers, et c'est là-dessus, sur ce mot-là, qu'on s'arc-boute aujourd'hui pour essayer de négocier, de discuter un peu plus fermement que d'habitude avec certains porteurs de risques qui veulent coller dans leurs conventions des choses iniques. On se bat. Vous lisez l'Argus, qui est un journal qui est très bien fait, qui reprend le sujet. Voilà. Le sujet aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, il est maintenant pratico-pratique. C'est IPID comment, convention comment, suivi des POG comment, mais de manière concrète. Et ça, c'est en train de se faire, puisqu'il y a un certain nombre de compagnies qui se sont mis en ordre de marche pour le 1er octobre. Donc, effectivement, on négocie point à point avec elles. Malheureusement, on aurait voulu négocier globalement avec la FFA pour que ça soit un petit peu plus simple et clair pour vous. Parce que vous, quand vous allez avoir à gérer 3-4 conventions de courtage
avec 3-4 porteurs de risques différents, avec des niveaux de responsabilité différents en termes de producteurs, coproducteurs, sous-traitants, co-sous-traitants, que sais-je, un nombre d'IPID multiplié par le nombre de porteurs de risques, mais ça va être l'enfer ce qu'on va vivre. Donc il va falloir qu'on simplifie tout ça parce que sur le terrain, on va, et vous allez nous le faire remonter, on va se rendre compte qu'il y a toutes ces très bonnes idées, entre guillemets, elles sont compliquées à faire vivre au quotidien. Juste peut-être un mot sur la surtransposition. Alors déjà, c'est important quand c'est les professionnels qui le disent, parce que nous, quand on le dit, on est toujours un peu suspect. Quand on dit qu'on ne surtranspose pas. Non, ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, c'est en tout cas la politique très claire du gouvernement en la matière. On ne surtranspose plus. C'est notre politique au Trésor. On ne surtranspose plus les directives. On désurtranspose même tout ce qui peut l'être. Pour autant, on ne va pas s'en tenir à ce qu'il y a dans les directives européennes. On a un certain nombre de choses qu'on fait et qu'on doit faire pour de bonnes raisons. D'ailleurs, c'est souvent à la demande des professionnels eux-mêmes. Donc là, je dirais qu'on est dans ce cadre-là. On est dans quelque chose qui répond à un besoin du secteur, à aussi une forme de demande à laquelle on a apporté une forme de réponse, a proposé une forme de réponse, mais je pense qu'on ne peut pas rattacher ça à de la surtransposition. Par contre, excusez-moi, j'interviens parce qu'on a eu l'occasion aussi de l'évoquer. On a parlé du millefeuille réglementaire tout à l'heure, à juste titre. Je pense qu'un des chantiers qui va quand même falloir qu'on ait le courage d'ouvrir, c'est la simplification du mammouth sur le plan réglementaire. On rajoute effectivement des IPID à des conditions générales, à des conditions particulières, à des fiches d'information et de conseils et que sais-je. Il y a un moment, il va falloir qu'on ait l'honnêteté de se dire quelle est la vraie utilité de tel ou tel document et surtout de cette multiplicité de documents dont objectivement le consommateur, dans lequel le consommateur est paumé, quoi. Voilà. Donc ça, il va falloir véritablement qu'on arrive à faire un état des lieux et à se dire encore une fois concrètement, pratiquement, qu'est-ce qui est utile, est-ce que tout ça est vraiment utile, et puis on discutera. Mais je pense qu'il faut qu'on ouvre ce chantier. Nous y sommes très favorables. Une question sur la nature des informations que ces associations pourront faire remonter à la CPR. Il y avait une question qui portait sur les résultats. Est-ce qu'elles devront communiquer ces résultats à la CPR? Et alors moi, je prolonge, ça n'a rien à voir avec les résultats, mais à voir au contraire au secret professionnel. Il y a des informations relevant du secret professionnel des courtiers qui seront adhérents de ces associations. Est-ce qu'il y a des garde-fous, vous parliez de garde-fous tout à l'heure, qui ont été d'ores et déjà imaginés de manière à ce que ce secret soit respecté? Genre de sujet que nous réglerons de façon réglementaire dans les semaines qui viennent, mais ça fait partie de toutes les exigences et les garde-fous qu'on va devoir, évidemment, vous avez parlé des conflits d'intérêts, bon voilà, ça va s'inscrire évidemment dans ce cadre-là, mais ce sera évidemment l'une de nos préoccupations, et encore une fois, tout cela sur le contrôle de la CPR. Oui, j'ajoute quand même parce que c'est un point important. Évidemment qu'il y aura c'est évident qu'il y aura des conditions qui assureront le secret, qu'effectivement il y aura des collectes d'informations, il y aura des bases et des données qui seront effectivement secrètes et confidentielles. Et puis sur les données qui remonteront, l'idée que nous avons, en tout cas dans la projection qu'on a du travail que pourraient faire ces associations, c'est enquêter chaque année sur la compréhension des textes, l'application des textes. Vous voyez, par exemple, on parlait de garantie financière, etc. Donc poser un questionnaire très ciblé, sur lequel, évidemment, ce sera le boulot annuel d'un courtier de répondre à ce questionnaire, un peu comme un assureur répond au questionnaire de la CPR dans le cadre de solvabilité. Eh bien là, l'idée, c'est de répondre à un questionnaire, mais qui va nous permettre de voir si, localement, ou si sur certains aspects, il y a des sujets réglementaires qui sont mal perçus, ou ici ou là. Mais en aucun cas, que les choses soient claires, cette association dira à la CPR, il faut aller contrôler un tel, parce que là, il y a un sujet. Ça, comptez sur nous, ça n'existera pas. Ce n'est pas le but de l'association. Par contre, l'association, elle est là pour faire le boulot, c'est-à-dire dire à un courtier, si elle a détecté qu'un sujet n'était mal fait, de demander à son adhérent, en quelque sorte, de mieux le faire. C'est son sujet. Et par contre, de faire remonter des données qui vont permettre sans doute à la CPR peut-être d'émettre des recommandations, que sais-je, etc. Donc tout ça va se construire petit à petit. Je pense qu'il faut faire confiance à la machine qui va se mettre en route. On apprendra en marchant.
Donc ça ne sera pas l'œil de Moscou, ça sera le mot de la fin. En aucun cas. Bon, c'est la fin de cette conférence. Il y avait beaucoup de questions d'ordre pratico-pratique. Alors, encore une fois, il nous semblait important de détailler le pourquoi et le comment de cette réforme. J'en ai déjà parlé avec Laurent Ouazana et Bertrand de Surmont. Ceux qui ont des questions d'ordre pratique sur la mise en place de la DDA, comment est-ce que je suis prêt ou pas, voilà. Vos équipes sur vos 2 stands respectifs sont à la disposition des personnes qui auront de plus amples questions à leur poser. Merci à tous, merci à vous d'être intervenus.